Chers téléspectateurs, bonsoir. Chers auditeurs, bonsoir. Et chers internautes, bonsoir aussi à tous. Merci encore d'être aujourd'hui connectés sur Tchad Info TV, que ce soit sur vos écrans télévision ou bien sur vos smartphones, sur les réseaux sociaux, les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Nous nous retrouvons en tout cas pour un autre numéro de votre émission Face à Face. Mahamat Idriss Déby Itno, en tout cas, après être investi 23 mains, il devient donc le 7e président de la République du Tchad et le premier président de la 5e République au terme d'une élection contestée. Nous nous retrouvons avec nos invités pour parler des défis qui l'attendent dans cette 5e République. Nous avons l'honneur de recevoir M. Ndjela Sambdonangbaye Félix. Il est analyste politique. Bonsoir et merci de reprendre notre invitation. Bonsoir Yacinthe, et c'est un plaisir pour moi une fois de plus d'être invité sur ce plateau. Merci, et nous avons également l'honneur de recevoir M. Abel Maïna. Il est un ancien conseiller à la primature. Bonsoir M. Abel Maïna. Bonsoir. Merci de reprendre notre invitation. Bonsoir Yacinthe, bonsoir à tous les téléspectateurs de Tchad Info. Alors, Abel Maïna, je ne sais pas si on va vous dire félicitations ou bien félicitations en tout cas pour votre victoire. Un coup KO comme vous l'avez toujours réclamé. La question qu'on vous pose, quel est votre sentiment? Comment est-ce que vous avez apprécié le processus électoral qui a donc conduit à l'élection de votre candidat Mahamat Idriss Déby Itno à la présidence de la République du Tchad? En tout cas, merci beaucoup, merci Yacinthe. Comme vous le savez, c'était un coup KO, un bon coup du percute. On est juste rentré sur le terrain, on n'a pas eu le temps de vraiment jauger les adversaires parce que si vous voyez le résultat, 61% contre le second était très loin, c'est-à-dire qui était à 18%. Donc vous savez que ça c'était vraiment un coup KO. On ne peut que être fier et content de ce résultat parce que comme on le dit ailleurs, devant c'est maïs, donc il n'y avait pratiquement pas de grands adversaires face à nous. Donc nous, naturellement nous avons gagné cette élection et c'est une fierté. C'est une fierté. D'accord. Comment vous avez apprécié le processus électoral puisque c'est une élection en tout cas contestée par certains partis politiques, hein, le principal parti politique d'opposition, le principal adversaire Dr Assimi Goïta, qui estime qu'il a été vainqueur de cette élection? Principal parti politique de l'opposition? Non, je ne pense pas qu'il... C'était pas un parti politique de l'opposition, c'était un parti politique qui était... qui dirigeait le gouvernement. Donc, on ne peut pas parler de parti politique de l'opposition puisque c'était lui qui était chargé de mettre en place le programme de dialogue national, issu de dialogue national. Donc, ce n'était pas un parti politique de l'opposition. Peut-être que maintenant, il peut peut-être se constituer en parti politique de l'opposition. De l'histoire du monde, ou de ma mémoire, je ne me rappelle pas dans un pays où le président de la République et son premier ministre ont été candidats. Donc, je pense que c'est une première, pas seulement au Tchad, mais pour toute l'Afrique. Donc je pense que ce n'était pas vraiment un candidat de l'opposition. Comment vous appréciez le processus électoral? Vous dites qu'elle n'est pas entachée d'irrégularité ou bien vous acceptez quand même qu'il y a eu certaines irrégularités qui ont été signalées ça et là? Bah, écoutez, qu'est-ce que vous appelez irrégularité déjà? Parce que si c'est... Il n'y a rien de parfait. Il y a eu quelques petits événements isolés qui ont été constatés dans certaines localités, mais c'était les partis en course. Mais le parti, la coalition Tchad Uni même n'était pas impliquée dans ces petits événements qui se sont déroulés peut-être, je crois, à Bardaï et puis aussi à Doba, où certains partis politiques ont été menacés par d'autres, mais le gouvernement, la coalition Tchad Uni... le succès Masra dit qu'il est donc vainqueur de cette élection. Et si l'ange dit qu'il n'est pas vainqueur, ça veut dire qu'il y a eu d'irrégularité. Écoutez, c'est ça qui est la question. Ils sont où les chiffres qui disent qu'il est vainqueur de cette élection? N'est-ce pas lui même qui a dit qu'il a gagné à 73%? 73%, eh bien, je pense que s'il parle de 73%, peut-être qu'il parle des résultats des deux Logones. Et le Tchad, ce n'est pas que les deux Logones. Il parle des résultats des deux Logones qui lui donnent peut-être 80% et peut-être que c'est à travers ça qu'il dit qu'il est vainqueur. Mais les résultats sont là, clairs et nets. Et comme lui-même, il l'a dit précédemment, qu'il fait entièrement confiance à l'ange
qui est cet organe que lui-même il a validé, il a approuvé, il a dit que il a totalement confiance en cette institution. Très bien, merci Abel Maïna pour votre analyse et pour votre point de vue par rapport à cette élection qui s'est déroulée. On se retourne vers M. Félix et on lui repose aussi la même question. Citoyen tchadien, quelle est votre analyse du déroulement de l'élection présidentielle qui a donc qui s'est soldée en tout cas par la victoire du candidat Mahamat Idriss Déby Itno? Merci, j'ai suivi avec une attention assez particulière l'intervention de M. Abel. Et indépendamment de toute chapelle politique, je voudrais dire à juste titre que la composition du gouvernement s'était inscrite dans un contexte aussi particulier qui était un contexte de réconciliation entre l'ensemble des fils de ce pays. Et dans cette composante, toutes les obédiences politiques se sont retrouvées dans le gouvernement. Ceux qui sont de la mouvance présidentielle, ceux qui sont de l'opposition démocratique, ils se sont retrouvés. Il y a eu un événement qui a précédé la composition de ce gouvernement. Il s'agissait des accords. D'abord, il y a eu l'accord de Doha qui a permis à ce que beaucoup de ceux qui étaient dans l'opposition armée, même d'ailleurs, étaient rentrés. Et il en fait partie. Il n'est pas de l'opposition armée, mais c'était une politique de la main tendue qui a vu le retour de beaucoup des fils de ce pays-là, qui étaient d'autres en exil, d'autres en rébellion, etc. Et ensuite, il y a eu le dialogue national inclusif et souverain. À cette occasion-là, il était question d'enterrer la hache de guerre entre les fils de cette nation. Et ensuite, l'accord de Kinshasa, etc. Donc, on s'est retrouvé avec ces compositions sociologiques que nous avions au sein de toutes les institutions de la République, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau du Parlement, ou que ce soit au niveau des administrations. Voilà, tout le monde était là. Donc, il n'est pas dit que dans un gouvernement d'union ou de réconciliation, lorsqu'on en fait partie, ça veut dire qu'on cesse d'être opposant ou quelque chose. Donc, je voudrais simplement apporter ma part de rectification par rapport à cette analyse d'Abel Maïna. Et maintenant, pour ce qui est de cette élection qui s'est passée, quelqu'un a dit il n'y a pas de punition pénible qu'un travail inutile et sans espoir. La personne qui l'a dit, c'est Albert Camus. Je crois que c'est dans l'un de ses célèbres ouvrages intitulé Le mythe de Sisyphe. Donc, à l'intérieur de ce document, il faisait la description de ce personnage Sisyphe dans la Grèce antique, qui a été condamné à rouler une pierre jusqu'au sommet de la montagne. Donc, le sentiment que moi j'ai à la suite de cette élection, c'est que les Tchadiens, aujourd'hui, dans leur grande majorité, se retrouvent un peu dans cette sorte de punition de Sisyphe. Parce que pour la plupart, ils ont espéré, à travers cette transition, réussir une alternance démocratique. Pour la plupart, l'occasion, elle est tout à fait indiquée pour que, de façon souveraine, les Tchadiens eux-mêmes puissent choisir leurs dirigeants. Mais on doit avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y a eu beaucoup des irrégularités qui ont entaché le caractère juste de cette élection, mais aussi le caractère transparent. Et là, on peut le dénoter très rapidement à l'intérieur même du code électoral. Parce que je voudrais ici rappeler que dans le code électoral, tout ce qui est procès-verbaux établis à la suite des élections qui se passent dans les bureaux de vote, il n'y a pas de procès, de copie de procès verbal qui est transmis directement au candidat, par exemple. Donc, ces derniers, lorsqu'il doit avoir un contentieux, ne disposent pas de preuves en termes de possession de procès-verbaux, voilà, pour défendre leur position ou défendre leur vote qui, entre guillemets, aurait été peut-être spolié. Donc, eu égard à l'ensemble de ces considérations, moi je pense que le sentiment qui n'est pas un sentiment tout à fait positif, et également à plus forte raison que quelqu'un l'a également dit, que la politique c'est une guerre sans effusion de sang. Mais chez nous, cette politique s'est faite avec effusion de sang. Lorsqu'il a été
communiqué le résultat de cette élection, nous avions constaté en tout cas le comportement des uns et des autres. Voilà, les Tchadiens, pour plusieurs, ils sont tombés sous les balles régaliennes. Donc ça, c'est un ensemble d'éléments qui concourent à la thèse comme quoi le peuple tchadien, sinon les populations tchadiennes, n'ont pas aussi été émus, ils ne sont pas aussi contents du résultat de ce vote qui a été donné. Monsieur Félix, est-ce que vous pensez, à votre avis, quel genre de président Mahamat Idriss Déby Itno sera pour les Tchadiens dans les 5 prochaines années? Bon, il a dit qu'il est le président de tous les Tchadiens. Et on espère qu'il se mette à la hauteur des promesses qu'il a tenues en tant que soldat. Même si, dès le début de la transition, beaucoup de promesses n'ont pas été tenues. Mais on pense et on espère qu'aujourd'hui, avec une légitimité, une légalité entre guillemets retrouvée, voilà, qu'il ait les coups de franche et surtout une volonté politique réelle pour joindre l'acte à la parole, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut que nous soyons réconciliés, il ne suffit pas de dire qu'il faut que chaque Tchadien retrouve sa place dans cet ordre social et politique qui est la République, mais il faut que ça soit accompagné par des actes concrets. Et moi, je pense que ça n'a pas bien commencé. Ça n'a pas bien commencé parce que nous avons déploré, par exemple, la gestion de notre armée. Nous avons déploré par le passé comment est-ce que les grades sont distribués. C'est un des éléments qu'il faut revoir parce qu'aujourd'hui, si la démocratie peine à atteindre son apogée dans notre pays, c'est parce qu'il n'y a pas eu de réforme, il n'y a pas eu une gestion aussi intéressante de l'armée. Mais 2-3 jours après l'investiture du président de la République, on constate que les grades de généraux sont en train d'être distribués. Et ça, ce sont des choses qui constituent un marqueur négatif pour le début de gestion du président de la République. Et nous profitons de votre micro pour solliciter et plaider afin que ces choses-là changent. Parce qu'effectivement, les Tchadiens ont besoin du changement. Merci. Merci, M. Dialassem Donangbay. Pour vous, les Tchadiens ont besoin de changement. Les Tchadiens attendent beaucoup du président Mahamat Idriss Déby Itno. Monsieur Abel Maïna, vous avez battu campagne pour qu'il soit élu président de la République du Tchad. Quel genre de président il sera pour les Tchadiens? Est-ce qu'il sera à mesure, en tout cas, de répondre aux attentes du peuple tchadien? Je pense que, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur la question de l'opposition ou pas opposition. Il a été, si le compatriote peut bien se remémorer ou revoir les textes, comme il est juriste, dès lors qu'on est rentré dans une phase de transition et de dialogue national, il n'y avait plus question d'opposition ou de majorité présidentielle. Il n'y avait pas du tout ça. Tout a été mis à plat. Le candidat a été investi au nom d'une coalition de 227 partis au début, puis 29 et maintenant 32 partis politiques. Donc tous ces partis politiques, il n'y avait pas des partis politiques qu'on peut dire de la mouvance présidentielle. Et les textes aussi disent aussi a bien défini le rôle et la place des partis politiques. Les partis politiques de l'opposition, quand on est un parti politique de l'opposition, on s'oppose au programme du gouvernement, au programme du gouvernement en place. Mais là où nous étions, là où nous venons de sortir, il n'y avait pas du tout des organisations ou des partis politiques. Nous étions dans une phase de réconciliation nationale. Il n'y avait pas des partis politiques qui s'opposaient au programme. Il n'y avait pas un programme du gouvernement en tant que tel, mais il y avait les résolutions du dialogue national, dont chacun essayait de se trouver une place dedans. Maintenant, parlant du code électoral, c'est vrai, c'est bien dit, il est un analyste indépendant par rapport à la situation politique tchadienne, mais tous ceux-là qui ont été aux élections, personne n'a décrié ce code électoral. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Si. Donc, beaucoup ont décrit. Non, pas ceux qui étaient candidats. Est-ce que vous avez entendu le deuxième qui est allé aux élections? Est-ce que vous avez entendu le deuxième décrier cela? C'était lui le Premier ministre. À l'occasion du passage du représentant du président Félix Tshisekedi. Oui.
qui est facilitateur de la transition au Tchad. Oui. Il a rencontré l'ensemble des candidats. L'ancien Premier ministre Pahimi a décrié cela. Mais cela n'a pas empêché d'aller aux élections avec ce code électoral. Oui, mais je suis mais quand on décrit, on n'y va pas. Oui, mais je suis en train de dire que, à l'occasion de son passage, il a rencontré l'ensemble des représentants, des candidats à cette course présidentielle. Donc, beaucoup de questions ont été évoquées, parmi lesquelles les questions de ces insuffisances au niveau du code électoral. Moi, je m'en vais vous dire que dans l'élaboration de l'ensemble de nos textes, il y a, je n'appellerai pas ça un phénomène, mais dans cette pratique-là, ceux qui ne sont pas d'accord avec bien des dispositions sont étranglés simplement par une majorité qui est acquise à la transition au niveau des institutions de l'État. Donc c'est ce qui fait que, même s'il y a des équivoques qui sont soulevés, ces équivoques n'obtiennent pas de réponse. Mais effectivement, il avait été question d'une insuffisance à l'intérieur de cet instrument juridique. Ça, c'est un premier élément. Un second élément, les organes qui sont en charge de la gestion de ces élections, eux-mêmes, ils entraînent des entorses à ces dispositions légales, ces dispositions juridiques. Quelques exemples, par exemple. Un exemple. Ouais. Le président de l'Agence nationale de gestion des élections, il a fait interdiction aux représentants, sinon aux délégués des partis politiques qui sont affectés dans les différents bureaux de vote, de filmer, par exemple. Ça n'existe aucunement dans le code électoral. Et quelqu'un l'a dit, ce qui n'existe pas ne saurait être interdit. Et lui, en question, il n'est pas un législateur. Il ne peut pas apporter un correctif à une disposition qui est législative. Oui, donc, mais ça, ce sont des éléments. Ça, c'est une question pour éviter qu'il y ait... c'est une question juste de sécurité ou quoi que ce soit. Mais est-ce que cela a empêché les gens de pouvoir filmer les procès-verbaux et les mettre... Est-ce que vous avez entendu que quelqu'un a été arrêté parce que... une personne a été arrêtée parce que la personne a filmé des procès-verbaux? Et pourtant, eux, ils ont fait signer aux candidats un code de bonne conduite. Oui. Également, ils sont soumis aux dispositions de ce code-là. Et l'une des dispositions du code a très clairement relevé que ce sont des opérations qui sont publiques. Et lorsqu'une opération est publique, elle ne saurait faire objet des restrictions telles que ça a été orienté par l'organe. Est-ce que les résultats n'ont pas été tous donnés dans les bureaux de vote? Tous les résultats ont été donnés dans les bureaux de vote. Et tous les documents ont été scellés et envoyés à l'ange. Donc chacun connaissait le résultat de sa zone. Donc vous ne pouvez pas venir nous dire que cette élection n'a pas été transparente du moment où ce n'est pas un truc où c'est fermé. On a fini, on a pris les urnes, on a ramené ça. Alors, on va essayer, comment ça devrait se passer. Permettez qu'on avance parce que si on continue comme ça, on ne pourra pas avancer sur les autres questions. On va essayer de passer dessus. Juste pour dire que pour ce qui est de la 30 secondes. transmission des procès-verbaux au niveau de cet organe-là, qu'est-ce que le texte dit? Ça devrait se faire en présence aussi, une fois de plus, de ces candidats-là ou de leurs représentants. Lesquels? Au niveau de l'ange. Non. Il faut bien voir les textes. Les textes disent clairement... La réception des procès-verbaux se font en présence des représentants. Des délégués. Des délégués, en tout cas des candidats. Ouais. Ça, c'est ce qui a été fait. Ça n'a pas été fait. Bah si, ça a été fait parce que le président du Conseil constitutionnel... s'est aussi plaint de cela. Oui, non, pas la voix de leur... Et à l'occasion. Non, le président du Conseil constitutionnel, nous avons encore les images qui circulent. Non, le président du Conseil constitutionnel avait reçu tout le monde. Et il y a une vidéo même plutôt où on à voit... l'ange, plutôt à l'ange. Ça, c'était le Conseil. Non, le Conseil constitutionnel. Non, pas pour ce qui concerne... Les textes disent au Conseil constitutionnel, mais pas à l'ange. Non, au niveau de l'ange aussi. Oui, mais si... Au niveau de l'ange, d'abord. Si cela a été... Au niveau du Conseil, ensuite. Qu'est-ce que vous reprochez à l'ange dans ce cas? Monsieur Chabel Maïna, si vous permettez... Si nous voulons de la transparence, Félix, permettez... Si nous voulons de la transparence, il va falloir que donc, en présence de ces candidats, l'ensemble de ces procès-verbaux parviennent pour que chaque candidat ait la possibilité de constater par lui-même que dans tel endroit, les procès-verbaux ont été
envoyé et réceptionné par Ange, Quel organe, ainsi de suite. quel organe est au-dessus de tout? Quel organe était au-dessus de tout? on va pas s'éterniser C'était une question. C'était le Conseil constitutionnel. C'était une Mais question. du moment où vous êtes déjà au Conseil Monsieur Abel constitutionnel. Maïna, quel genre de président Mohamed Idriss Déby Itno sera pour les Tchadiens? Ben, écoutez, quel genre de président Mohamed Idriss Déby Itno serait pour les Tchadiens? Je pense que c'est d'abord, nous avons pu constater que c'est un homme rassembleur. Si moi je suis aujourd'hui, comme l'a rappelé tout à l'heure, le compatriote, si je suis au Tchad, c'est parce que le président de la République m'a tendu la main et j'ai pris sa main. Déjà, c'est quelqu'un qui veut rassembler les fils du Tchad. Et je pense qu'il va continuer dans cette lancée. La seconde chose, c'est qu'il a déroulé un programme inscrit en 12 points. Et sur les 12 points, il y a 100 urgences pour ce pays nécessaires qu'il veut mettre en place. Alors, ça veut je dire... pense que sur ce plan, il faut déjà voir. Et depuis, si vous suivez les différents discours du chef de l'État, depuis la proclamation de résultats provisoires par l'Ange, dans tout ce qu'il dit toujours le mot « le peuple veut le changement ». Le peuple veut le changement. Donc ça veut dire qu'il est conscient. Il est conscient que ce peuple est aujourd'hui exigeant et que le peuple l'attend d'ici 5 ans. Et ce peuple va être encore plus exigeant que maintenant. Et il a rappelé à tout le monde, lors du dîner qu'il nous a offert, il nous a rappelé tous, mettons-nous au travail. Et que tous les Tchadiens ne doivent pas être écartés. Il nous appelle à l'unité. Donc ça veut dire que c'est un homme qui a vraiment la volonté de pouvoir apporter ce changement dans ce pays. Vous avez vu, lors de ce dîner, il nous a même rappelé à l'ordre en disant « Je ne veux pas cette chanson. Je n'ai pas apprécié cette chanson. Parce que tous les Tchadiens sont égaux. » Alors, c'est un président qui répondra aux attentes des Tchadiens selon les 12 points de son programme. Alors, M. Abel Maïna, à votre avis, quels sont les principaux défis économiques auxquels le Tchad fera face dans les 5 prochaines années et quels sont les secteurs prioritaires économiques que le président doit prioriser, en tout cas, si vous me permettez la tautologie, dans son quinquennat? Dans son discours à l'adresse de la nation lors de l'investiture, il avait dit que 70% des ressources du pays vont être mis dans le social, dans la santé, dans l'éducation. Aujourd'hui, les défis prioritaires pour le président, c'est d'abord... Économique. Hein. Économique, Oui. c'est d'abord, il faut se rendre compte que les Tchadiens ont besoin que la gestion des ressources de ce pays-là soit partagée de manière équitable sur tout l'ensemble du territoire national. Il ne faut pas qu'il y ait des Tchadiens qui vont bénéficier, qui vont avoir plus que les autres. Donc ça nous amènera bien évidemment à mettre en place ce que les Tchadiens ont voté tous ensemble le 17 décembre, c'est-à-dire la Constitution. Et cette Constitution qui nous appelle à une décentralisation avancée. Donc ça, les Tchadiens sont exigeants par rapport à ça. Et la décentralisation va amener chaque province à pouvoir disposer de ses ressources. Et aussi au gouvernement de pouvoir partager les ressources de manière équitable. Et ça, ce sont des choses que le président doit s'atteler sur ça. Et il a commencé. Très bien. Alors, il y a la question aussi qui est importante aujourd'hui parce que nous sommes en train de traverser depuis un certain moment une question de cherté de la vie. Et le président s'est engagé à pouvoir travailler sur ça pour que nous puissions sortir de ce marasme, que le panier de la ménagère tchadienne soit au moins, le prix soit divisé au moins à 2 ou 3. Voilà, donc je pense que ce sont les urgences que le chef de l'État va travailler sur ça. Merci pour votre analyse, M. Abel Maïna. On revient également vers M. Félix. À votre avis, quels sont donc les principaux défis économiques que le Tchad doit relever dans cette 5e République? Les principaux défis économiques à relever dans cette 5e République? Bon, défis économiques,
Déjà, il faut dire qu'il y a l'agriculture et l'élevage qui sont des éléments, des facteurs essentiels de notre économie. Donc, il faut travailler à une redynamisation de ces deux secteurs-là, à commencer par l'agriculture. Travaillons à atteindre l'autosuffisance alimentaire par la promotion de ce qu'on peut appeler le Made in Tchad. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui comprendre que le Tchad, qui a plus de 40 millions, près de 40 millions de terres arables, ses fils, chaque année que nous connaissons, subissent la famine, la malnutrition. On s'en va de façon effrénée au texte qui déclare l'état d'urgence alimentaire. Ce n'est pas du tout à notre honneur. Donc, c'est pourquoi il faut déjà que le président de la République fasse en sorte que ce secteur de l'agriculture soit redynamisé non seulement par la création des zones agricoles aussi importantes qui vont permettre à ce que la production intérieure soit au-delà. Donc, c'est en un seul mot, c'est faire en sorte que l'offre soit au-delà de la demande en matière de produits de consommation de première nécessité. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Maintenant, au niveau de l'élevage également, il faut faire pareil. Mais pour que tout cela réussisse, on doit résoudre la question du conflit agriculteur-éleveur. Parce que ça constitue un goulot d'étranglement en ce qui concerne l'épanouissement de ces deux secteurs-là. Donc c'est pourquoi la définition d'une zone qui est une zone agricole à l'intérieur de laquelle il est fait interdiction des pratiques d'élevage à grande échelle. Et définir également des zones qui sont des zones d'élevage où il sera implanté des unités de production qui vont permettre en tout cas la prise en charge du bétail, voilà, la transformation des produits qui découlent de l'élevage, etc. Donc comme cela, on aura résolu à la fois plusieurs problèmes et booster le secteur de notre économie. Donc très rapidement, c'est sur ces deux points-là que je voudrais d'abord m'apaisantir. En tant que citoyen, quelles seront vos attentes en matière de sécurité vis-à-vis du nouveau président de la République? En matière de sécurité, il faut sérieusement transformer notre armée nationale, notre armée en une armée nationale. Parce qu'aujourd'hui, l'armée n'est pas encore l'armée nationale. Il y a beaucoup de travail à faire. En matière de sécurité intérieure, je disais la dernière fois que lorsque tu quittes N'Djamena pour SAR, ou lorsque tu quittes, je ne sais pas, SAR pour N'Djamena, il n'y a aucun point de contrôle. Pas du tout. Donc, nous ne sommes pas à même de contrôler les citoyens qui se déplacent d'un endroit en un autre. Et comme cela, ça laisse une ouverture à plusieurs phénomènes. À l'exemple, l'enlèvement des enfants, le trafic des personnes, etc., etc. Donc déjà, il faut qu'au niveau intérieur, il y ait ces barrières de contrôle pour permettre à ce que nous sachions quelles sont l'identité des personnes qui sont en train de se déplacer à l'intérieur de notre pays et pour quelles raisons. Ça, c'est important. Donc, ce n'est pas du tout une obstruction à la liberté d'aller et de revenir, mais ce sont des questions de sécurité qu'il faut renforcer. Maintenant, au niveau des centres urbains, il faut qu'il y ait des unités de surveillance par caméra. Parce qu'il y a beaucoup de phénomènes de ce genre, les agressions, les vols d'engins, etc., etc. Mais lorsque ça se passe, il est difficile pour les forces de l'ordre de retrouver aussi facilement les auteurs de ces actes répréhensibles. Donc, si nous pourrions être en mesure déjà de mettre en place ces unités de contrôle dans les grands centres, dans les carrefours, etc., pour suivre les gens par vidéo, ça va faciliter et participer à la réduction du phénomène d'insécurité dans nos villes et renforcer également le contrôle au niveau des frontières parce que nos frontières sont poreuses. Il faut reconnaître que autour de nous, dans plusieurs pays, il y a de l'insécurité qui bat son plein. Donc si nous voudrions continuellement être exempts de ce qui se passe à côté de chez nous, il faut bel et bien donc que nous renforcions la sécurité à ce niveau-là, construire en bonne et due forme dans nos frontières des entrées, voilà, qui sont contrôlés comme tels et former les gens qui assurent ce contrôle. Parce que pour la plupart, lorsque tu traverses à pied une de nos frontières, tu vas te rendre compte que les gens qui sont là pour assurer le contrôle, beaucoup sont des personnes qui ne sont pas formées. Et donc,
Il faut corriger toutes ces choses-là pour permettre que le Tchadien se sente en sécurité chez lui. Très bien, ce sont vos attentes. En tant que citoyen vis-à-vis du nouveau président élu, M. Abel Maïna, comment vous pensez, comment le gouvernement en tout cas du Tchad doit répondre donc aux défis sécuritaires actuels? Voilà, moi je pense que sur les 12 points que le chef de l'État a inscrits dans son programme, la question la sécurité vient en tête. C'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est d'abord un homme qui s'est engagé pour protéger le territoire tchadien dans son ensemble et aussi assurer la sécurité des citoyens tchadiens. Il est entré dans l'armée dès son jeune âge. Par contre, pour moi, c'est qu'il faudrait arriver à définir le rôle des différentes forces de défense et de sécurité. C'est-à-dire, c'est quoi? Où est la place de l'armée? C'est quoi la place de l'armée nationale? L'armée nationale, on doit bien délimiter sa zone d'exercice. L'armée a une mission qui est celle de protéger le territoire national, de sécuriser le territoire national. L'armée nationale n'a pas sa place dans les villes. L'armée nationale n'a pas sa place à l'intérieur. L'armée nationale doit protéger le pays et sécuriser le pays contre les agressions extérieures. Ça, c'est la première des choses qui va commencer par être faite. La seconde chose, il faut déjà délimiter, comme le compatriote l'a dit tout à l'heure, la place de la police, de la gendarmerie et des gardes nomades. L'armée n'a pas sa place dans les villes. C'est la police et dans les provinces, la gendarmerie. À cela peut s'ajouter les gardes nomades. Donc c'est ce travail-là que le chef de l'État va s'y mettre à pouvoir faire. Par contre, je ne suis pas d'accord par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure sur les barrières, l'installation des forces de sécurité tout au long de nos routes. Parce que nous avons travaillé longtemps pour arriver à dégager cela, à démanteler cela. Et s'il faut qu'on reparte encore à cela, je pense que c'est encore difficile. Et quelles sont les raisons qui expliquent le fait que vous ayez voulu, vous ayez réussi à démanteler cela? Ça pose un problème? Oui, ça pose un problème, bien évidemment, parce que, ça retarde le processus de voyage, parce que s'il faut à chaque fois venir s'arrêter, voir de barrières de police ou bien de gendarmerie ou de l'armée qui doit procéder à des fouilles, parce qu'on sait qu'au Tchad, il y a beaucoup d'armes qui circulent. S'il faut procéder à des fouilles, il faut descendre chaque paysan, vous connaissez chaque passager, vous connaissez l'état de nos routes. Toutes ces choses-là, ça va encore nous prendre des jours et des jours pour pouvoir faire ça. Mais il y a aussi cette question de la formation et de la mentalité de nos forces de défense et de sécurité, où on doit vraiment arriver à leur dire que oui, il faut faire leur travail. Il y a la question de la corruption. Sur laquelle on doit travailler. Et s'il faut remettre encore ces personnes, on va revenir encore avec le phénomène de corruption sur nos routes. Donc moi, je pense que le travail qui doit être fait, c'est arriver à délimiter. Chacun doit savoir sa place. Et quand les gens arrivent à connaître leur place, on va maintenant arriver à pouvoir mettre en place le système de contrôle. Le système de contrôle, il y a la police qui peut faire bien le travail, il y a la gendarmerie qui peut bien faire le travail. Donc moi, je pense que le défi qui reste pour ce quinquennat-là, c'est arriver à réorganiser les forces de défense et de sécurité. Et ces forces de défense et de sécurité doivent se mettre au travail. Maintenant, si nous avons les moyens, on peut envisager maintenant, c'est très bien ce qu'il dit, avoir des caméras de surveillance un peu partout, mais ça va venir après le grand défi qui est la question de l'énergie. Monsieur Abel Maïna, pendant qu'on est avec vous, on profite et vous avez parlé de la question de la corruption et tout. Comment est-ce que le gouvernement, en tout cas, doit se prendre, n'est-ce pas? Quelles sont les mesures à mettre sur place pour pouvoir à essayer d'améliorer la transparence dans la gestion des biens de l'État et lutter aussi contre la corruption? Lutter contre la corruption, c'est de pouvoir avoir une bonne justice. Quand il y a une bonne justice, le reste s'ensuit normalement. Une justice qui doit condamner les concernés. Toute personne qui essaie de corrompre, la justice doit
condamner les corrupteurs et les corrompus. Les détourneurs d'argent public aussi? Ah oui, bien évidemment. Bien sûr. Les détourneurs d'argent public, toute personne qui va se mettre à commettre des actes de détournement doit répondre à la justice. Et ça c'est important. Moi, je pense que tout tourne autour, même la bonne gouvernance, tout simplement, si on a la justice indépendante et qui fait son travail normalement, tout cela va s'arrêter. Quelles sont vos attentes, monsieur Ndiaye Saint-Félix, vis-à-vis du président en matière de transparence de la gestion des biens publics et de la lutte contre la corruption? Qu'est-ce que vous suggérez pour que ce phénomène puisse être combattu? Bien, il faut travailler à ramener les questions de la morale publique, aussi ancrées dans le subconscient de l'ensemble des travailleurs tchadiens. Également, cette question du patriotisme. Et ça doit passer par des formations, en tout cas répétées, par des séminaires répétés. Et là, chacun à son niveau doit travailler à ce qu'il y ait cette prise de conscience collective. Parce que je vous assure que pour les questions de corruption, les questions de détournement du dernier public et tout ça, il y a un mental qu'il faut déconstruire à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, du fait que l'impunité a battu son plein, du fait que plusieurs Tchadiens ont détourné des milliards, mais simplement à cause de leur accointance avec X ou Y, ils n'ont pas eu à répondre de leur acte devant les juridictions de la République. Ça a participé à encourager et à façonner une façon de réfléchir des Tchadiens, comme quoi, bon, si je suis nommé à un tel poste de responsabilité, il faut très vite que je remplisse les poches, et puis bon, si demain on me dépose, c'est basta. Donc c'est une déconstruction de ces mentalités-là qui devrait être mise en place par des dynamiques de formation aussi maîtrisées dans ce sens-là. Voilà, on s'est rendu compte que ces contre-valeurs-là sont identifiées un peu partout, et même au sommet de l'État. Et là, il faut combattre ça avec toute l'énergie possible. Là, il y a des réformes aussi structurelles qu'il faut opérer à ce niveau. Le mécanisme des finances publiques, des dépenses publiques et tout ça, faire en sorte que ça soit verrouillé de telle sorte qu'il est difficile à X ou à Y de ramasser facilement l'argent de l'État et de disparaître avec. Et donc ça demande des réformes institutionnelles qu'il faut mettre en place, faire appel également à des experts internationaux qui s'y connaissent, de venir nous aider dans ce sens-là. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de compétences ici chez nous, mais une compétence de plus n'est jamais mauvaise. Donc, essayer de projeter les choses dans ce sens-là pour permettre de réduire en tout cas... Alors rapidement, en une minute, dans son discours, le président Mahamat Idriss Déby Itno dit, n'est-ce pas, œuvrer davantage pour la souveraineté du Tchad. Peut-on parler de souveraineté alors que sur nos terres, nous abritons les bases militaires étrangères? Quelle est votre analyse à ce sujet? Bon, les questions de souveraineté, nous n'avions jamais eu de souveraineté. Déjà au niveau du dialogue, ce qui s'est passé au dialogue, moi j'avais appelé en son temps une escroquerie de la souveraineté. Parce que là, on a utilisé des alchimies de gauche à droite pour obtenir des décisions, des recommandations qui sont totalement en déphasage avec les véritables aspirations du peuple qui est le seul dépositaire de cette souveraineté-là. Donc déjà, au niveau infra, je ne vois pas de cette souveraineté-là qui est là. Maintenant, déjà, il y a des relations que nous avons, des relations multilatérales, des relations bilatérales qui ont toujours embrigadé notre souveraineté, des présences militaires, etc., qui ont toujours embrigadé notre souveraineté. Donc, de cette question de souveraineté dont on parle, moi je pense que ça a affaire à voir avec des intérêts partisans, voilà, des intérêts peut-être personnels, parce que les chefs d'État en Afrique, vous voyez, lorsqu'on tente de les rappeler à l'ordre ou à l'observance d'un certain nombre de dispositions d'ordre supranational, voilà, ils pensent que c'est une menace à la souveraineté et à tout bout de chemin, on brandit la question de souveraineté pour se permettre des choses. Donc, si on veut de la souveraineté, moi je pense qu'on doit premièrement construire notre capacité
à nous protéger par nous-mêmes. Est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau-là? Si on veut de la souveraineté, on doit être à même de nous prendre en charge du point de vue alimentaire, sanitaire, etc. Est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau-là? Si nous voulons de la souveraineté, il faut véritablement construire ce qu'on appelle le hard power au niveau de notre État. Est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau? Donc, moi, je pense que de cette souveraineté, de façon textuelle, il y en a, ça existe, mais de façon factuelle, je pense qu'il y a du chemin à faire et nous allons plutôt s'inscrire dans une démarche de consolidation de cette souveraineté-là pour arriver à dire et évoquer fièrement les questions de souveraineté. Merci M. Ndielassem. On se tourne vers Abel Maïna. Rapidement, la même question. Comment parvenir à la souveraineté si sur notre territoire, on a encore des bases militaires étrangères? Ou bien de quelle souveraineté il est question dans son discours? Vous savez, quand le chef de l'État parle de la souveraineté, ça englobe vraiment beaucoup de choses. La souveraineté, déjà, pour avoir le contrôle sur nos propres ressources. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce que le pétrole tchadien n'est plus géré par les compagnies étrangères. Aujourd'hui, c'est géré par les Tchadiens eux-mêmes. La société a été nationalisée. C'est vrai qu'il y a encore une société chinoise qui le fait, mais au moins nous avons récupéré une partie de la gestion de notre ressource. Ce n'est plus, nos fonds ne sont plus gérés par la Banque mondiale ou bien le FMI qui essaie de faire ça. Donc c'est déjà quelque chose de gagné. Et le chef de l'État, il est en train de travailler vraiment sur ça. Il y a aussi la souveraineté aussi, parce qu'aujourd'hui, comme il a dit tout à l'heure, on ne peut pas se dire un pays souverain quand la population meurt de faim et qu'un État fasse appel à un autre État pour nous donner de l'aide à manger. Il a rappelé tout à l'heure, le Tchad, ça fait 39 millions de terres arables. Sur les 39 millions de terres arables, nous utilisons moins de 2 500 000 de terres arables. Et si nous arrivons, ne serait-ce qu'à atteindre aujourd'hui de manière ferme, à atteindre 3 500 000, c'est-à-dire à peu près 4 millions de terres arables, nous allons sortir de l'autosuffisance alimentaire. Et si le Tchad arrive à atteindre ne serait-ce que 6 millions, on peut nourrir la sous-région. Donc ça c'est quelque chose d'important qu'il faut travailler sur ça. Et le chef de l'État a parlé de l'industrialisation de notre agriculture. Et c'est rentré dans son programme. C'est dans ça qu'il regarde aussi, qu'il voit aussi la souveraineté. Maintenant, quand on parle de la présence d'une base militaire française, ce sont des accords qui datent de plus de 40 ans. C'est des accords, soit dit, de défense, de formation. Le peuple tchadien, moi, il n'y a pas longtemps, je parlais avec les Français, je leur ai dit, vous parlez de l'accord de défense. Est-ce que vous êtes fiers de cette armée? Qu'est-ce que vous nous avez transmis? Qu'est-ce que vous avez transmis à cette armée depuis plus de 40 ans? En termes de technologie seulement, est-ce que vous avez appris quoi que ce soit à notre armée? On n'est même pas capable de monter ne serait-ce qu'un petit pistolet au Tchad. De quoi vous parlez? Venir former les gens, leur apprendre à chanter, venir leur apprendre à comment monter le drapeau? Est-ce que c'est ça, cet accord-là? Donc le chef de l'État, quand il parle aussi de la souveraineté, c'est de savoir aussi, ok, vous êtes là, mais qu'est-ce que nous gagnons? Ce n'est pas à faire voler vos mirages ou bien vos F, je ne sais plus, hein, ici. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Mais toute chose, il faut des étapes pour arriver. Il n'y a pas longtemps, vous avez suivi, le ministre de la Défense a demandé à une partie des Américains qui sont sur le territoire tchadien, les Marines américains qui sont sur le territoire tchadien de manière illégale, une centaine. On leur a demandé de partir. On leur a donné un délai de quelques jours seulement de quitter le territoire tchadien. Donc la souveraineté que nous voulons, ce n'est pas cette souveraineté de rompre d'un coup, mais c'est des étapes. Et pour ces étapes, il faut d'abord arriver à protéger nos propres frontières. Nos frontières sont poreuses. Il faut déjà arriver à protéger nos propres frontières. Et aussi, la transmission, si l'armée d'un État occidental est sur le territoire tchadien,
Nous devrons revoir les accords. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que nous tirons de ça? C'est toutes ces choses-là, c'est de ça que le chef de l'État parle de cette souveraineté, mais il faut des étapes. Alors, M. Abel, maintenant nous sommes en train de finir, tendre vers la fin de notre émission. Une question qu'on vous pose un peu généraliste, mais voilà. Quelles sont vos craintes et vos espoirs pour le Tchad dans les 5 prochaines années? Vos craintes et vos espoirs pour le Tchad dans les 5 prochaines années? Bon, crainte, c'est que le président n'arrive pas à vraiment respecter ses promesses, tout simplement parce que si jamais le pays bascule dans une certaine situation de crise, parce que les frontières aujourd'hui, tous les pays qui sont autour du Tchad, sur les 6 pays limitrophes du Tchad, nous avons 5 sur les 6, 5 qui sont dans des situations un peu de crise. Nous avons une transition qui vacille au niveau du Niger. Nous avons la Libye, la question de la Libye, plus de 10 ans déjà, c'est un peu compliqué. Il y a les groupes armés, rebelles et autres qui sont là-bas. Nous avons le Soudan qui est dans une situation un peu extrêmement difficile. Nous avons la Centrafrique. Ces 5 pays plutôt, ne favorisent pas, si nous ne faisons pas attention, si les crises de ces pays-là arrivent à traverser nos frontières, on risque d'avoir de problèmes. Vos craintes, vos espoirs? L'espoir, c'est que je pense que le chef de l'État a bien commencé et j'espère juste qu'il arrivera à tenir ses promesses, à vraiment arriver à vraiment changer les choses, changer même ne serait-ce que l'équipe autour de lui. Merci Abel Maïna. Quelles sont vos craintes, vos espoirs de la Saint-Félix dans les 5 prochaines années sous cette 5e République? Eh bien, ma plus grande crainte, c'est le statu quo. L'éternel recommencement, où on risque de se retrouver dans une sorte de spirale où il faut toujours recommencer les mêmes choses. Ça, c'est ma plus grande crainte. Ma plus grande crainte, c'est qu'on réussisse l'intégration nationale, qui reste un chantier, un très grand chantier, et qu'il faut utiliser tous les leviers nécessaires pour y parvenir. Aujourd'hui, la transition, pendant cette transition, ce qu'on avait constaté, c'est qu'il y a eu une montée en puissance des discours de haine, des discours tribalistes, des discours du repli identitaire, etc., qui ont créé un fossé entre les différentes communautés qui représentent notre société. Et pour résoudre ce problème, un point d'orgue devrait être mis sur les politiques d'intégration nationale, sur les politiques d'équilibre. Et si ces choses ne sont pas faites de manière assumée, on risque de se retrouver dans une situation d'implosion où il y aura l'exacerbation de cette situation que je viens d'évoquer, parce que les gens vont continuer par entretenir les clivages à différents niveaux et ça ne sera pas du tout bénéfique pour le devenir de ce pays, en tout cas pour ce qui est de notre destin commun. Donc, ça représente ma plus grande crainte, ce statu quo-là. Maintenant, mes espoirs est que la génération consciente puisse être admise au niveau de la gestion de la chose publique de manière à impulser de nouvelles dynamiques, des dynamiques de rassemblement, des dynamiques qui vont rompre avec l'ancien système, avec ce logiciel qui est là. Il faut déconstruire ça. Mais si nous n'arrivons pas à faire cela, il n'y a presque pas assez d'espoir en ce qui concerne le Tchad après 5 ans. Peut-être 5 ans, lorsque nous allons revenir ici, le bilan qu'on aura à présenter ne sera pas aussi un bilan intéressant. Merci, Monsieur Ngelas. Nous sommes en train de sortir, en tout cas, avant que vous nous disiez votre mot de fin, on se pose un peu sur l'actualité de ces derniers jours. C'est la nomination de l'ambassadeur Alamaï comme Premier ministre du gouvernement du président Mahamat, Idriss Déby Itno.
Monsieur Abel Maïna, dans son discours de passation de services, Succès Masra, estime en tout cas qu'il n'a pas eu de moyens pour pouvoir mettre pour pouvoir en tout cas réaliser en tout cas son programme politique, voilà, durant les 5 ou 6 mois qu'il a passé à la tête de la primature. Première question, est-ce que vous pensez que M. Alamaï sera à la hauteur des attentes du peuple tchadien? Deuxième question, est-ce qu'il va subir peut-être la même chose qu'a suivi Succès Masra, parce qu'il dit qu'il estime qu'il n'a pas pu utiliser même un seul franc de son budget qui est de 7 milliards. Qu'est-ce que vous répondez à ces deux questions, rapidement? Je ne sais pas comment un Premier ministre qui est un économiste, surtout, peut dire qu'il a travaillé pendant 5 mois et qu'il n'a pas utilisé un seul centime de ces 7 milliards. Un économiste doit savoir ce qu'on appelle le budget d'une institution ou de l'État. Comment cela fonctionne au Tchad? Ça ne veut pas dire qu'on a voté un budget de 7 milliards pour telle institution et qu'il faut prendre cet argent intégralement et mettre à la disposition de cette institution. Aujourd'hui, vous êtes une institution ici, une entreprise. Vous savez que vous allez dépenser, vous votez votre budget annuel qui est par exemple de 2 milliards, c'est-à-dire les 2 milliards, y compris, c'est le salaire des fonctionnaires, des employés, les différentes charges qui peuvent être là. Donc sur les 7 milliards, tous les employés, tous les cadres, tout le personnel de la primature, au moment où je vous parle, ils ont tous touché leur salaire. C'est-à-dire du 1er janvier à aujourd'hui 25 mai. Donc, les 5 mois de salaire, ils l'ont touché, ça vient d'où? Est-ce que ça ne vient pas de ces 7 milliards? Les différents voyages que le chef de l'État, le Premier ministre a effectués, il a effectué au moins 3 voyages. Il est parti aux États-Unis. Cela a coûté presque 500 millions, c'est-à-dire les titres de voyage. Il est parti avec une trentaine de personnes. Les titres de voyage, les frais de mission, tout cela, ça vient d'où? Est-ce que ce n'est pas dans le budget là? Est-ce que ce n'est pas pris en considération? Aussi, les 150 millions, si j'ai bonne mémoire, de fonds de souveraineté qui lui sont donnés. Jusqu'à ce jour, il a eu les 150 millions pendant les 4 mois. C'est-à-dire janvier, février, mars, avril. Le mois de mai va lui être versé maintenant. Je ne sais pas si cela lui est versé déjà. Donc il a eu cela. Et ça vient d'où? Est-ce que ce n'est pas ça? Mais il y a une chose, c'est-à-dire la chose pour laquelle le Premier ministre parle et dont il n'a pas pris le temps de pouvoir faire attention, c'est par rapport à une correspondance qui a été adressée au ministre des Finances en date du 17 octobre. Le Premier ministre, M. Saleh Kebzabo, a adressé une note par rapport à la situation financière du pays et les obligations de nos partenaires financiers, FMI et l'autre là. Cette note demandait au ministre des Finances de geler les engagements, tous les engagements qui peuvent découler du budget pendant 6 mois, c'est-à-dire du 17 octobre au 17 avril. Et bien évidemment, la première des choses, et ça, M. Saleh Kebzabo, l'ancien Premier ministre, quand il l'a fait, il ne savait pas qu'il allait partir. M. Succès Masra étant Premier ministre, il a ce document que j'ai là. La première des choses qu'il devrait faire, c'est d'abord de demander à ce que cette mesure-là soit levée pour lui permettre d'avoir la main pour pouvoir engager certaines dépenses. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté du mois d'avril de janvier jusqu'à partir. D'abord, il dit je n'ai pas fait. Il aurait pu engager. Et moi, je vous dis une chose. Le 25 mars, 90 millions a été versé à la primature pour les frais de carburant. 90 millions pour les frais de carburant. Qui étaient les frais de carburant de 2023? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont détourné ça. C'était les frais de carburant pour les anciens conseillers, mais ils ont détourné. Donc ce que Masra est en train de dire, Masra a dit, il a plutôt montré qu'il est un économiste, mais qu'il ne connaît pas en réalité le budget d'une administration. Comment ça se gère et comment c'est réparti. Merci pour votre analyse, M. Abel Maïna. Même question, on pose à M. N'Djala Saint-Félix. L'ambassadeur Alamaï est le nouveau Premier ministre du Tchad.
Pensez-vous qu'il sera à la hauteur de la responsabilité qui sera sienne dans les prochains jours? Bon, on reconnaît le maçon au pied du mur. Donc, il n'a pas encore été au pied du mur. Donc, on ne peut pas très rapidement apporter une appréciation sur sa capacité de pouvoir gérer la primature ou non. Donc, je voudrais mettre des réserves par rapport à cela. Tout ce que je sais, c'est que c'est un administrateur qui a accumulé une certaine année d'expérience et qui a eu une belle acquaintance avec le maréchal dans l'administration de la présidence et tout. Donc, nous lui accordons en tout cas le bénéfice d'une présumée compétence à gérer le gouvernement. Donc maintenant, lorsqu'il aura essayé, au bout de 3 mois ou plus, voilà, on sera là pour apporter notre appréciation à ce niveau. Bon, maintenant, pour ce qui est de la déclaration du Premier ministre, Dr Succès Masra, c'était une déclaration publique. Et je ne pense pas qu'il avait s'agi d'un personnage qui ne s'y connaît pas dans ses rouages. Et il est entouré par des anciens administrateurs de la primature et également des personnes qui s'y connaissent en matière de finances publiques. Parce que l'un de ses conseillers spéciaux fut un ancien ministre des Finances. Je voudrais parler de Bedoumra, secrétaire général à la présidence aussi. Il était à la BAD et tout ça. Donc ce sont des éminences grises qui l'ont entouré. Et donc si cette déclaration a été faite comme cela, je pense qu'il y a des raisons évidentes qui ont sous-tendu cette déclaration-là. Je ne suis pas de ceux qui pensent que c'était une déclaration gratuite. Si on lui donnait encore l'opportunité ou l'occasion de s'expliquer, moi je pense qu'il peut relever des éléments que nous ne connaissons pas, qui ne sont pas à notre disposition. Donc moi je ne suis pas dans les secrets de Dieu pour savoir est-ce que tel argent a été donné ou pas et tout ça, mais sur la base de cette déclaration, sûrement il y a des éléments d'argumentation qui soutiennent cette déclaration qui a été faite. Donc à ce niveau également, je voudrais émettre des réserves pour dire que est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça. Merci Djelasso Félix pour votre analyse. On sommes déjà à la fin de l'émission, M. Abel Maïna. Avant de clôturer, on vous donne la parole, de dire votre mot de fin. Quel est votre mot de fin? Voilà, moi je remercie Tchad Info pour cette invitation une fois de plus encore. Le mot de fin, c'est souhaiter un bon quinquennat pour le président de la République et lui souhaiter surtout plein succès. Et comme il l'a dit, les Tchadiens veulent le changement. Et ce changement, il ne faut pas attendre 2 ans, 3 ans. Ce changement doit commencer maintenant. Ce changement doit commencer maintenant parce que nous devons commencer déjà la campagne 2029. Et la campagne 2029 doit être faite sur les réalisations que nous allons faire durant les 5 années. C'est-à-dire le problème de l'énergie, le problème de l'industrialisation de l'agriculture, le problème du chômage de la jeunesse, le problème de l'électrification de notre pays. Il a parlé de 100%. Mais aujourd'hui, même si en 2029, nous arrivons à atteindre ne serait-ce que 50%, ce serait quelque chose de genre. Nous qui l'avons soutenu, nous voudrions nous retrouver en 2029 en disant voilà ce que nous avons pu faire. Nous vous avons promis ça et voilà ce que nous avons pu faire. Et cela ne peut se faire dans la continuité. Cela ne peut se faire que dans le réel changement de politique, dans le réel changement de direction, dans le réel changement à travers la justice, l'égalité pour tous les fils et les filles de ce pays-là. Et je lui souhaite bonne chance, bonne continuité, vraiment dans le réel changement. Merci M. Abel Maïna pour votre intervention, pour votre mot de fin. On est déjà à la fin. Djelasso Félix, quel est votre mot de fin? Bon, ça sera un plaidoyer à l'attention du président de la République de continuer la dynamique de réconciliation et la construction, le chantier de construction de l'unité de notre pays. Parce que ça reste un défi fondamental pour la survie
de ce pays en tant que nation. Donc, il y a eu des discours qui ont été distillés ça et là, qui sont des discours de nature à écarter voilà, une composante idéologique de l'architecture politique de notre pays. Bon, je pense que tous les Tchadiens, indépendamment de leur bannière idéologique, sont une valeur ajoutée à la construction de ce pays-là. Donc, c'est pourquoi il faut associer toutes les intelligences autour du chantier de la construction de ce pays. Pour qu'une démocratie existe, il va bien falloir qu'il y ait de points d'opposition. Donc, une vie en société ne saurait exister lorsqu'il y a une homogénéité de pensée, parce que c'est dans la diversité que naît en tout cas la lumière, et c'est dans cette diversité de pensée et d'opinion qu'on peut sortir quelque chose qui peut réconcilier en tout cas l'ensemble des points de vue. Donc, je voudrais m'attarder à ce niveau-là pour dire qu'il faut que les Tchadiens soient associés à la gestion de la chose publique, voilà, de façon générale. Il faut également que les questions d'éducation puissent nous permettre de cimenter notre vivre ensemble. Parce qu'à travers l'éducation, on fera en sorte que les Tchadiens se connaissent mieux et qu'ils taisent un peu leurs disparités. Parce qu'à travers l'éducation, on va comprendre l'histoire de l'autre. Il faut qu'à travers l'éducation, les Tchadiens comprennent l'anthropologie de l'autre, sa cosmogonie, son histoire, ses mythes. Donc ça va permettre aux Tchadiens de se connaître mieux et de créer un tout homogène. Il faut que nous aspirons alors fortement vers cet État-nation qui est une aspiration profonde. Nous, en son temps, on avait proposé, on avait soutenu fortement l'État fédéral qui allait être un levier important pour concilier les particularités, concilier les diversités. Mais ça n'a pas été le cas. Maintenant, il faut que la décentralisation soit effectivement un levier de construction d'une unité entre les fils de cette nation, mais surtout un propulseur de développement à tous les niveaux. Merci, monsieur Ndjelas Donangbay. Félix, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation et de répondre à nos questions. Merci aussi à monsieur Abel Maïna. Je rappelle que vous êtes un ancien conseiller à la primature. Donc, ce soir, vous avez répondu à notre invitation et vous vous êtes livré à l'exercice de répondre aussi à nos questions. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci. Merci aux internautes, merci aux téléspectateurs, merci à tous, merci à vous qui nous avez suivis durant ce temps d'échange sur les défis, en tout cas, qui attendent le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, dans la 5e République, dans les 5 prochaines années. Nous vous remercions pour votre attention, merci pour votre fidélité et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Face à Face. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur votre chaîne d'information, Tchad Info TV.